BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour David Khalfa. Bonjour. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. On va revenir évidemment sur ce qu'il se passe en ce moment même là-bas au Proche-Orient. Mais je voudrais d'abord essayer de comprendre de quoi on parle, parce que les faits, ils sont très difficiles à connaître, les faits précisément. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé hier, cette annonce terrible du Hamas d'une explosion à l'hôpital qui aurait fait des centaines, d'abord 500, puis jusqu'à 800 morts d'après leur bilan. Cette mise en scène macabre d'une conférence de presse avec au pied de ceux qui intervenaient le cadavre de ceux qui auraient été tués dans cette explosion, et puis un coupable, Israël. Cette information, elle a été reprise par de nombreux politiques, elle a été reprise par les médias, et puis elle a surtout attisé une très grande colère des peuples arabes avec des manifestations partout dans le monde arabe, y compris contre des ambassades et des ambassades de France. Les faits, quels sont les faits, David Khalfa ? Malheureusement, vous savez, les faits, lorsque les opinions sont constituées, donc peu de valeur, c'est là on assiste à finalement au règne de l'émotion et de l'opinion. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que là, très probablement, c'est un tir raté de roquette du djihad islamique donc qui a causé ce désastre. Moi, ce qui m'interpelle, si vous voulez, c'est l'absence de précaution avec laquelle un certain nombre de responsables politiques, d'observateurs ont très très vite réagi, comme s'il y avait une espèce de commensurabilité des massacres commis par le Hamas dans le sud d'Israël et les soi-disant massacres commis par Israël. Vous voulez dire qu'il fallait en quelque sorte permettre de rééquilibrer, ça rassurait les commentateurs de rééquilibrer? Je me demande s'il n'y a pas eu cette espèce de mécanisme psychologique de compensation en effet. Et je crois que il faut quand même pas confondre l'équilibre sur le conflit israélo-palestinien. Les principes doivent être extrêmement clairs. Ils sont universalisables, c'est-à-dire 2 États pour 2 peuples, le droit à la sécurité pour Israël, le droit à l'autodétermination pour les Palestiniens. Ça, c'est une chose. Mais là, on est dans tout à fait autre chose. Ça, on parle de solutions politiques à moyen long terme. Mais dans le court terme, il y a eu un massacre commis par une organisation terroriste, fascisante, intégriste. Et on peut pas mettre dans le même sac et si vous voulez mettre sur un pied d'égalité un État démocratique éminemment critiquable. Les Israéliens se privent pas pour le critiquer. Ils critiquent leurs dirigeants, il y a des manifestations. Ils le font à longueur de journée. Moi, je l'ai fait ces derniers mois pour critiquer cette coalition de droite et d'extrême droite. Et de l'autre côté, une organisation terroriste islamiste dont l'objectif stratégique est la destruction d'Israël et l'éradication de toute présence juive sur le territoire israélien. Donc on voit bien là qu'il y a une espèce de faillite morale et intellectuelle à mettre vraiment encore une fois, sur un pied d'égalité entre un État démocratique et une organisation terroriste. Vous parlez d'une faillite morale, David Khalfa. On va y revenir parce que je voudrais essayer de comprendre comment est-ce qu'il y a pu y avoir cet emballement et cette acception de ce qui apparaît aujourd'hui comme une fake news. Mais je vous repose la question des faits. Vous dites sur la question de l'origine du tir qu'il s'agit vraisemblablement d'un tir raté de roquette qui provenait donc du djihad islamique, qui est un des alliés du Hamas. Ça, c'est pour ce qui est du tir. Quelle est la réalité de l'explosion? Est-ce qu'il y a une explosion majeure? Est-ce que l'hôpital a été détruit? Et combien de morts? Non, alors on sait que l'hôpital n'a pas été détruit, c'est le parking qui a été endommagé avec une dizaine de voitures brûlées. Les estimations des services de renseignement européens et américains, c'est entre une dizaine et une centaine de morts. Le Hamas avait parlé de 500 morts, voire même de 1000 morts, donc on voit bien... On a revu à la baisse, c'est-à-dire le Hamas lui-même revoit malgré tout à la baisse. Oui. Mais on sent bien, bilan. Si vous voulez, que le Hamas, on est dans une guerre psychologique et ils utilisent quelque part leur mort comme une espèce d'atout stratégique visant à diaboliser la riposte de l'adversaire, en l'occurrence Israël. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Évidemment que les armées aussi conventionnelles mentent en temps de guerre. C'est de la propagande. On est face à de la propagande. Là, on est dans la propagande. Et moi, je voudrais quand même sensibiliser les auditeurs, les téléspectateurs à la nécessité de prendre du recul, à ne pas se ruer pour tweeter plus vite que notre ombre. Ça, je crois que c'est une faute morale, c'est parfois même une faute professionnelle lorsque c'est son métier de commenter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je le disais à l'instant, une armée, évidemment, en temps de guerre, elle peut aussi mentir. Je veux dire, il y a des objectifs de communication, de relations publiques. Voilà, bien entendu, la raison d'État, c'est vieux comme le monde. Mais il y a une différence quand même fondamentale entre l'armée d'un État démocratique,
qui dispose de médias indépendants, de commissions d'enquête, etc., et une organisation dont le mensonge est l'expression naturelle. Vous appelez donc à la vigilance face au mensonge du Hamas. Cette vigilance, elle doit d'ailleurs être pour nous tous, y compris médias. Je pense notamment aux unes des journaux, de Libération, de l'Humanité, qui ont parlé d'un tournant dans la guerre, de plusieurs centaines de morts. Tout cela n'étant évidemment à l'époque donc pas vérifié. Vous évoquez aussi la question des politiques. Vous avez dit qu'ils tweetent plus vite que leur ombre. Je voudrais vous rappeler ce tweet, par exemple, du député LFI Thomas Porte, qui a tweeté le soir même: au moment où Israël commet un nouveau crime de guerre en bombardant un hôpital, tuant 800 civils innocents, Gérald Darmanin, blablabla. La question, c'est donc, dans ce tweet, il dit Israël a commis un crime de guerre. Il s'agit finalement, vous nous le dites, d'une requête qui provient du djihad islamique, en bombardant un hôpital. Ce n'est pas le cas, visiblement, ce n'est pas l'hôpital qui était visé, tuant 800 civils innocents. Le Hamas, aujourd'hui, parle d'entre 10 et 50 morts. Oui, alors enfin... c'est politique, c'est donc politique. Oui, alors justement, moi je ne veux pas rentrer dans la polémique politicienne, moi je n'ai pas pour habitude d'être dans les attaques ad hominem, mais manifestement, en tout cas, ce responsable politique est pour le coup totalement irresponsable. Alors je ne sais pas s'il l'a fait par cynisme, par incompétence ou par idéologie, à mon avis, pour les 3 raisons que je viens d'indiquer, les unes n'excluant pas les autres. Et c'est particulièrement grave, c'est une faute politique, mais c'est surtout une faute morale, parce qu'on ne peut pas verser des larmes de crocodile sur la montée de l'antisémitisme en France d'un côté, en l'alimentant de l'autre en reprenant à son compte la propagande d'un groupe islamiste terroriste qui a commis des massacres, les pires massacres depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il y a quelque chose qui est absolument abject et ignoble dans ce type d'attitude. Mais je voudrais revenir sur un point que je crois fondamental. Il faut comprendre que pour les organisations terroristes, le mensonge est une forme d'expression naturelle. C'est-à-dire qu'il faut relire Hannah Arendt, du mensonge à la violence. Elle explique très bien que dans les régimes totalitaires ou autoritaires, en l'occurrence, il ne faut pas oublier que le Hamas, c'est un groupe terroriste et c'est également un mouvement sociopolitique qui exerce son emprise de manière totalitaire sur la bande de Gaza. Il y a eu des répressions très violentes. Contre sa propre population. Exactement. Il y a un mois, à Khan Younes, ils ont cassé des bras, des jambes de manifestants qui critiquaient la gouvernance ultra-autoritaire du Hamas. Et puis par ailleurs, l'augmentation du coût de la vie, parce qu'il y a un désastre en raison de la gestion du Hamas. Il y a eu des milliards qui ont été dépensés dans la bande de Gaza, mais l'aide a été détournée non pas pour construire des écoles, des infrastructures, etc., mais pour construire une infrastructure terroriste dont on a bien vu les conséquences. Et ce mensonge, Hannah Arendt le dit de manière presque prémonitoire, c'est qu'il est constitutif, si vous voulez, du langage totalitaire. Et donc, on ne peut pas mettre sur un pied d'égalité une organisation pour laquelle la fin justifie les moyens et un État démocratique qui, lui, dispose encore une fois de contre-pouvoirs avec une presse libre capable justement de mener des enquêtes indépendantes. Sur cette question justement de la presse libre capable de mener des enquêtes, il y a aussi l'appréciation du monde arabe. Cette propagande, comme vous le dites, ce règne de l'émotion, du mensonge, il a nourri, et on peut l'imaginer, c'est-à-dire dans la sincérité de quelqu'un qui se dit il y a eu 500, 800 morts innocents qui sont dans un hôpital et qui auraient été ciblés, comme il le pense à ce moment-là, par Israël. La colère est immense, elle s'est immédiatement déchaînée dans les rues, à l'encontre notamment des ambassades, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France également. Est-ce que c'est une manière de chauffer à blanc ce qu'on appelle la rue arabe ? Bien entendu, et d'ailleurs c'est une opération de communication, c'est terrible, à tombeau ouvert, qui a réussi. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'elle intervient précisément alors même que Joe Biden devait se rendre en Israël, mais aussi à Amman, dans le cadre d'un sommet avec des pays arabes, pour essayer justement de trouver des solutions au moins humanitaires dans un premier temps, pour mettre à l'abri le plus possible les populations civiles palestiniennes. Or, ce sommet a été annulé, malheureusement. Donc, de ce point de vue-là... Et annulé pour ça, parce que notamment, le dirigeant de Jordanie ne pouvait pas, vis-à-vis de sa propre population, avoir l'air de, dans ce contexte-là... Or, tout cela était faux. Et tout cela était faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, si vous voulez, l'émotion, elle est tout à fait légitime. Je veux dire, il faut à un moment donné en revenir à une dimension universelle très simple, c'est que toutes les vies, évidemment, se valent. Donc, on peut tout à fait comprendre. C'est non seulement légitime, mais c'est presque un devoir moral de la part des gens qui soutiennent les Israéliens ou les Palestiniens, peu importe, au fond, d'exprimer ce soutien. Ça, c'est une chose. En revanche, reprendre à son compte la propagande des belligérants, c'en est une autre. Donc, il y a une opération de manipulation. Ça relève de la guerre psychologique. Malheureusement, cette opération de manipulation, elle a réussi. Je pense qu'il faut
maintenant, désormais, chacun d'entre nous en faire un peu notre mea culpa, et c'est-à-dire à être désormais et à l'avenir, parce que ça risque de durer des semaines, voire des mois probablement, faire extrêmement attention parce qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Cette guerre, elle s'est déplacée très très vite dans le champ informationnel. Donc on a tous une responsabilité, journalistes, observateurs, experts, simples citoyens. On doit prendre des précautions. Responsabilité d'autant plus grande qu'il y a en quelque sorte des répliques ici même. Je voudrais qu'on y revienne dans un instant, mais d'abord sur la situation aujourd'hui. Qu'attendent les Israéliens pour lancer ce qui semble être inévitable, une offensive terrestre? Il n'y a pas de réponse univoque à cette question. Il y a plusieurs éléments. D'abord, je crois que si vous voulez, il y a une forme de colère, de sidération après les massacres qui ont été commis par les miliciens islamistes du Hamas. Les Israéliens sont encore en train d'enterrer leurs morts. Il y a plus de 200 corps qui n'ont pas été identifiés parce qu'ils ont été brûlés vifs. Et donc, il est très difficile de les identifier, de trouver des traces d'ADN. Il faut comprendre la violence, l'extrême cruauté, l'espèce d'orgie dantesque et gore dans laquelle s'est vautré le Hamas, dont on voit bien d'ailleurs qu'il a emprunté à la fois les codes de communication et les méthodes à Daesh. Il y a une forme de daeshisation du Hamas. Vous évoquiez même le nazisme tout à l'heure. Il faut faire attention, alors c'est le côté point Godwin, mais ce que j'ai voulu dire, c'est pas, je compare rien, je compare pas ça au nazisme, mais il faut quand même, en revanche, il y a un fait qui est absolument incontournable, c'est que c'est le pire massacre commis contre des Juifs depuis la Shoah. Il y a pas de doute là-dessus. On parle de 1400 morts, plusieurs milliers de civils tués dans des conditions absolument atroces. Ils ont été vraiment massacrés, avec des pendaisons d'enfants, avec des femmes éventrées, avec des femmes dont les fœtus ont été extirpés de leur ventre. Enfin, c'est inimaginable et indicible ce qui s'est passé. Toutes les limites ont été franchies. Le Hamas est même allé plus loin, parce que j'ai consulté un nombre d'experts sur les exactions commises par Daesh. Ils n'ont pas, à ma connaissance, décapité des nourrissons, ce qu'a fait le Hamas. Donc on voit bien vraiment l'extrême cruauté dont a fait preuve l'organisation, dont le but est évidemment, comme toute organisation terroriste, de terroriser, de sidérer l'opinion publique israélienne. Terroriser, sidérer, au point qu'il est difficile désormais, y compris pour un Joe Biden, devait-il raisonner Israël, raisonner Benjamin Netanyahou? Faut-il mettre des limites à la réponse d'Israël? Oui, je le crois, parce que, vous savez, c'est Camus qui disait qu'un homme, ça se retient. Ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, Israël a le droit de se défendre. Et il ne suffit pas de dire qu'Israël a le droit de se défendre. Souvent, il y a une espèce de déclaration un peu creuse de certains responsables politiques ou observateurs qui parlent du droit d'Israël à se défendre, mais qui, dans le même temps, finalement, le privent des moyens de se défendre. Donc il faut un peu être honnête intellectuellement. Cette guerre, elle sera sanglante, malheureusement, parce qu'elle se déroulera en milieu urbain. Il suffit de regarder ce qui s'est passé, par exemple, à Mossoul en 2016. À Mossoul, ça a duré 8 à 9 mois. Pourtant, il y avait 100 000 soldats irakiens, sans parler des supplétifs milices chiites, des Peshmerga et d'un appui aérien des Américains et de la coalition internationale. Il y a eu de très grands nombres de civils tués. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce type d'ennemi asymétrique utilise des méthodes extrêmement cyniques, c'est-à-dire que d'une part, et volontairement et délibérément, si vous voulez, en frappant massivement les civils adverses, ils exposent leur propre population aux représailles massives, et d'autre part, ils se servent de leur propre population comme d'un bouclier humain. Donc c'est un double crime de guerre. Donc on sait très bien que ça occasionnera beaucoup de dommages. Et donc, mais Biden a justement raison, en tant qu'ami d'Israël, d'inciter les Israéliens à ne pas se venger, mais à se faire justice. Il y a une différence entre se venger et châtier, si vous voulez, le Hamas et détruire l'organisation, en tout cas son enracinement militaire dans la bande de Gaza. Ça sera très loin d'être simple, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et je crois que c'est précisément ce que Biden a essayé de faire en venant en Israël, c'est-à-dire quelque part en rappelant aux Israéliens la nécessité de respecter le droit international humanitaire. A-t-il réussi ? Je crois que oui, parce que d'une certaine manière, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que très concrètement, il va y avoir un couloir humanitaire avec l'ouverture du point de Rafah. Alors probablement pas aujourd'hui. Pour l'instant, c'est 20 camions. C'est ça, c'est pas du tout suffisant. Il en faudra une centaine, mais c'est mieux que rien. Et il faut absolument, évidemment, inciter les Israéliens, mais aussi les Égyptiens, parce qu'on parle pas beaucoup des Égyptiens, qui pour l'instant n'acceptent pas l'idée, par exemple, d'accueillir un certain nombre de populations de Gaza pour les protéger sur leur sol. Oui, et à ce sujet, oui, tout à fait. Et à ce sujet, alors il y a un aspect crise économique majeure. C'est un État
failli, hein, l'Égypte. Donc une vraie crainte, si vous voulez, avec une incapacité à finalement héberger près d'1 million de réfugiés. Donc cette dimension économique et aussi une dimension sécuritaire côté égyptien, c'est qu'il y a une vraie crainte aussi d'une collaboration, de coopération entre les miliciens du Hamas et l'État islamique au Sinaï. Il y a beaucoup de combattants de l'État islamique au Sinaï qui sont d'anciens combattants du Hamas. Mais à ce sujet, il faut pas tomber dans le panneau de la communication des monarchies et autres gouvernements arabes dans la région, républiques arabes dans la région, qui sont des régimes autoritaires. Et il y a une espèce de théâtre d'ombre. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont très contents. Enfin, ils verseront pas une larme si Israël défait militairement le Hamas. Pour la simple et bonne raison, c'est que je vais te prendre 2 exemples pour les Saoudiens comme pour les Émiriens. Le Hamas, c'est la branche palestinienne des frères musulmans. Or, les frères musulmans sont considérés comme terroristes par les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Donc, tout comme les Égyptiens considèrent que le Hamas, les frères musulmans, est aussi une organisation terroriste. Et ils craignent une contagion à leurs frontières. Donc évidemment, il y a ces condamnations officielles, mais dans les coulisses, ils incitent les Israéliens à faire extrêmement attention à ne pas justement s'en prendre à la population civile palestinienne. Mais tant qu'ils s'en prennent à exactement. Au Hamas. Si les Israéliens parviennent à détruire militairement le Hamas, non seulement ils ne verseront pas une larme, mais au contraire, ils s'en réjouiront. Donc, d'une certaine manière, Israël fait un peu le sale boulot pour un certain nombre de pays arabes qui se retrouvent un peu en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique. C'est pour ça qu'ils condamnent d'un côté, mais de l'autre, en réalité, ils comprennent. Diplomatiquement, c'est une chose, et du point de vue de leur opinion publique, c'en est une autre. David Khalfa, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient pour la Fondation Jean Jaurès. Vous avez mentionné les frères musulmans. De manière assez surprenante, les frères musulmans émergent aussi dans le débat ici en France, dans la bouche de Gérald Darmanin, qui a estimé que Karim Benzema serait de notoriété publique, proche des frères musulmans. Il a d'ailleurs maintenu ses propos hier soir sur BFM TV. Est-ce que vous qui êtes fin connaisseur de tout ce monde-là, vous estimez qu'il y a, oui, des signaux qui font que c'est de notoriété publique ? Moi, j'ai pas vraiment envie de rentrer dans ces polémiques-là. J'ai l'impression que ce dossier, il est un peu faible, pour tout vous dire. Je sais pas si vraiment il dispose d'éléments pour l'étayer d'un point de vue, on va dire, matériel. Je n'ai pas ces éléments. Donc, pour vous, en tout cas, en apparence, tant que vous n'avez pas d'informations dont peut-être disposerait le ministère de l'Intérieur. Et je crois que en plus, par ailleurs, je crois que c'est pas vraiment le moment. En revanche, moi, si vous voulez, ce qui m'a choqué et profondément déçu, parce que j'aime beaucoup le joueur, il est absolument fantastique, mais dans l'attitude de Karim Benzema et d'un certain nombre d'autres joueurs, c'est pas le seul. Je comprends tout à fait qu'il ait exprimé publiquement son soutien à la population palestinienne. Il a bien raison, parce que c'est eux qui payent le prix de ce conflit, tout comme les civils israéliens payent le prix de ce conflit. En revanche, à aucun moment il n'a exprimé une quelconque compassion ou empathie à l'endroit des civils qui ont été massacrés par les terroristes du Hamas. À aucun moment il le condamne, le Hamas et son idéologie mortifère. À aucun moment, il ne manifeste une quelconque empathie envers les otages. Moi, ce qui me frappe, c'est le silence assourdissant d'un certain nombre de joueurs de foot. Alors évidemment, on leur demande souvent de se prononcer. Je peux comprendre aussi que certains se disent, bon, ce conflit il est compliqué. Mais là, je crois que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas dans un énième cycle sisyphéen d'attaques et de représailles. On est dans quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que des massacres à très, très grande échelle ont été commis avec une cruauté absolument abyssale et innommable. Et ce silence, moi personnellement, il me frappe et il m'interpelle, il me dérange beaucoup, parce qu'un certain nombre de ces joueurs ont quand même aussi une autorité morale. Et une responsabilité morale vis-à-vis notamment de la jeunesse. Oui, je crois. Il ne s'agit pas de leur demander de se prononcer, de trouver une solution au conflit israélo-palestinien. Ça serait extrêmement injuste, parce que les Israéliens comme les Palestiniens, évidemment, ils sont en tout cas pour l'instant incapables. Ça fait 30 ans depuis le processus d'Oslo qu'il y a eu un certain nombre de tentatives. Mais un mot, une compassion. Exactement. Mais exprimer de façon la plus élémentaire possible un mot de compassion envers les victimes suppliciées et aussi les otages, parce que nous avons encore de nombreux otages français entre les mains du Hamas, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez élémentaire. David Khalfa, en un mot, si vous deviez résumer, c'est qui les frères musulmans? Parce qu'on lance ce mot comme ça, mais qui c'est pour que les gens comprennent?
Alors, c'est une organisation transnationale née en Égypte dans les années 20, Hassan al-Banna, avec une vision de l'islam qui est extrêmement rigoriste, avec une militarisation dans la branche qu'on appelle ktoubiste, c'est-à-dire avec la mise en avant du djihad armé pour châtier les infidèles. Les infidèles, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord pour les frères musulmans, les musulmans infidèles, c'est-à-dire ceux qui sont de culture musulmane et ou de religion musulmane, mais qui ne sont pas rigoristes comme le voudraient les frères musulmans. C'est pas un groupe monolithique, d'accord. Il y a un certain nombre de gens qui appartiennent pas nécessairement formellement à la confrérie, mais qui s'en réfèrent à son idéologie. Et qui tentent de faire rentrer ces idéologies aussi avec un certain prosélytisme. Merci David Khalfa d'avoir fait le point avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès.